parler donc des copropriétés comme des espaces à gérer et à entretenir. En tant que copropriétaire, s'investir dans la gestion de sa copropriété ne va pas de soi. Pour quelles raisons, pour quels motifs certains s'investissent-ils, parfois jusqu'à devenir syndic bénévole? Quelle spécificité y a-t-il à s'impliquer dans la gestion d'une petite copropriété? Pour présenter ces sujets, donc j'appelle Marie-Pierre Lefeuve, professeure à l'Université de Tours, qui est membre du conseil scientifique du programme et qui animera cette table ronde. Pour l'équipe de Centre-Ville Reconstruit, Isabelle Gara. Pour l'équipe CoPro, Emmanuel Marx. Pour l'équipe qui a travaillé sur les syndics bénévoles, Camille Deveau, Rémi Abouzi, Benjamin Leclerc et Sylvaine Le Garec. Et enfin, j'appelle David Rodriguez, qui est expert copropriété à la CLCV, qui a suivi le programme de bout en bout et qui ouvrira la discussion. Vous êtes que deux finalement. Sinon, je te donne le mien. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, Eva m'a donné 5 minutes pour résumer ce que la recherche nous avait appris avant le lancement de ce programme. C'est un peu une gageure, mais je l'ai accepté. Donc, allons-y. Donc, je vais donner un petit aperçu, évidemment en insistant sur la question qui est l'objet de cette table ronde et qui est aussi l'objet d'un certain nombre de recherches, donc avant celles qui vont être présentées aujourd'hui, donc la gestion. La gestion qui est au cœur de ce programme, comme l'indique le jeu de mots qui est dans son intitulé. Donc des recherches, je pense que ce programme prend assise en fait sur des recherches qui avaient montré l'importance de la gestion des copropriétés à l'encontre et en particulier des copropriétés qui étaient à risque ou qui étaient en difficulté, à l'encontre d'une idée qui était très répandue, selon laquelle finalement la gestion était moins importante que des questions d'investissement, d'aide à l'investissement. Et aujourd'hui, je pense que les recherches, alors un certain nombre de recherches antérieures que je ne vais pas toutes citer, mais que voilà, je pense que tout le monde a plus ou moins à l'esprit, avait insisté, enfin mis en évidence la nécessité de s'intéresser à la gestion pour éviter les difficultés. Alors pourquoi cette approche de la gestion dans la recherche française? Parce que la recherche française, à quelques exceptions près, jusqu'à une certaine époque, s'est beaucoup intéressée aux copropriétés en difficulté. Et donc, un certain nombre de travaux, et notamment de travaux monographiques, sur les processus qui conduisaient à la dégradation, avaient mis en évidence l'importance de la gestion. Alors, ce qu'on appelait la gestion, c'est évidemment des dynamiques de décision. C'est le rôle d'un certain nombre d'acteurs, les organes de gestion de la copropriété, je dirais, pour faire vite, mais aussi, je dirais, les copropriétaires eux-mêmes, au travers des organes qui le représentent, l'Assemblée générale, le syndicat, le conseil syndical. Voilà. Donc, alors, donc ce prisme était lié au fait que les travaux s'intéressaient aux copropriétés dégradées, je l'ai dit. Le phénomène de la dégradation des copropriétés a focalisé l'attention de la recherche parce qu'il est devenu un problème public à partir des années 80. Grâce au PUCA, ce problème public a donné lieu à des travaux de recherche assez précocement, dès le début des années 90, je dirais. Moi, j'ai pour ma part bénéficié de financement du PUCA, je voulais le rappeler, et je profite de cette occasion pour souligner le rôle très essentiel du PUCA dans l'émergence d'une recherche sur la copropriété, ce qui est un thème qui reste un thème encore assez peu étudié finalement. Alors, cela dit, d'autres recherches universitaires, et en particulier deux que je vais mentionner, non centrées sur les problèmes des copropriétés telles qu'on les connaissait en France,
donc non centrés sur les copropriétés en difficulté, ont participé à élargir le prisme au travers duquel est regardée la gestion. Je vais mentionner deux recherches, hein, je disais, la thèse d'Eleonora Elghezabal, qui a été soutenue à l'École des hautes études en sciences sociales en 2011 et qui s'intitule « La production des frontières urbaines, les mondes sociaux des copropriétés fermées à Buenos Aires ». Donc cette thèse, elle se centre sur le travail que font un certain nombre d'acteurs sur les copropriétés pour en faire ce qu'elles sont, c'est-à-dire des copropriétés fermées, fermées par des murs, fermées par des dispositifs de surveillance, mais aussi fermées grâce au travail réalisé par un certain nombre de professionnels, de prestataires de services, de professionnels de la gestion. Et cette chercheuse a dit, et je trouve que cette citation est intéressante, les lieux de résidence sont aussi des lieux de travail. Voilà. Donc je dirais c'est sans doute grâce à ce travail, puis un autre, ce travail de recherche, je veux dire, et un autre que je vais mentionner ensuite, qu'on s'est mis à parler, je crois qu'aujourd'hui il va en être question, de travail donc sur les copropriétés, ce qui élargit je dirais, la vision un peu étroite peut-être qu'on avait initialement de la gestion des copropriétés. Dans ces travaux, à mon avis, importants, ces travaux de recherche, il y a aussi la thèse d'Hélène Richard, qui porte sur la Russie. Elle s'intitule cette thèse « Comment les Russes sont-ils devenus copropriétaires ?» La thèse met l'accent sur le travail réalisé par les copropriétaires pour littéralement constituer leur copropriété, puisque évidemment, avec l'émergence d'un droit de propriété, eh bien, on a vu les immeubles qui étaient préalablement propriété publique devenir propriété privée. Et tout ça impliquait une structuration juridique, et cette chercheuse s'est intéressée à la manière dont des copropriétaires s'engageaient dans la structuration juridique de leur immeuble, dans la mise en place donc d'une gestion de leur résidence. C'est elle qui a inventé cette expression « travail pour l'immeuble », qui est une expression qui, je crois, a déjà connu un certain succès. C'est pas seulement l'expression qui est importante, c'est ce qu'elle veut dire. Elle souligne l'importance, au-delà du cas russe, de l'implication des copropriétaires dans la gestion de leur immeuble en copropriété. Alors, cette notion de travail pour l'immeuble, nous l'avons reprise avec un collectif de chercheurs qui a engagé une recherche également financée par le PUCA à partir de 2017, qui portait sur ce travail pour l'immeuble, disons c'était central dans cette recherche, et qui a donné lieu, cette recherche a donné lieu à un livre qui est apparu en 2023 et qui s'intitule Vivre en copropriété, l'indivision en pratique. L'indivision en pratique parce que ce qu'on montre, c'est que dans ces copropriétés, eh bien, le travail réalisé par les copropriétaires participe à donner un contenu positif à ce qui a pourtant très mauvaise réputation, l'indivision. Parce que finalement, la copropriété est un cas assez exceptionnel d'indivision pérenne. Voilà. Donc, où la propriété, si vous voulez, elle est collective, ce qui est une espèce de défi à la conception dans notre droit, dans notre pays, dans les sociétés occidentales en général, de la propriété. Et puis je voudrais, pour terminer, souligner aussi le rôle qu'a joué, l'importance de la thèse de Flavia León, qui, elle, s'intéresse à l'engagement des copropriétaires et qui répond en partie à cette question qui est l'objet de cette table ronde, c'est-à-dire pourquoi on s'engage quand on est copropriétaire dans la gestion de son immeuble, sachant que c'est principalement quand même une source d'ennui. Voilà. Alors, ce qui manque, je voudrais, pour conclure, souligner ce qui manque pour bien comprendre la gestion des copropriétés. Eh bien, c'est évidemment quelque chose de central, c'est la connaissance des syndics. Et ce programme de recherche a apporté une contribution très notable à combler ce vide, c'est-à-dire en proposant, il y a deux recherches qui sont centrées sur les syndics, donc syndics professionnels et syndics bénévoles,
donc ce qui est fondamental. Parce qu'elle s'était centrée, je l'ai dit, parce que la recherche s'était centrée sur les copropriétés en difficulté initialement, elle s'est centrée sur les cas, je dirais, les plus visibles de copropriété en difficulté ou copropriété dégradée, c'est-à-dire plutôt les grandes copropriétés, plutôt les copropriétés récentes. Donc, elle a laissé de côté ce qui est pourtant l'essentiel du parc en copropriété, ce sont les petites copropriétés. Donc, ces deux sujets eh bien, sont traités par les équipes qui sont ici à la tribune. Et donc, voilà, je les félicite pour leur travail et puis je leur donne la parole tout de suite. Alors, j'ai mon fil là pour donner la parole à l'équipe qui aura 15 minutes pour présenter, pour répondre à cette question. Donc, pour quelles raisons, motifs, enjeux, certains copropriétaires deviennent-ils syndics bénévoles, ce qui est encore plus étrange que de simplement s'engager dans un conseil syndical peut-être ou d'une autre façon dans la gestion de son immeuble. Donc devenir syndic bénévole, pourquoi devient-on syndic bénévole? Je passe la parole à Rémi et Camille. Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous présenter nos résultats. Donc moi je représente l'équipe Symbiose qui est composée de Sylvaine Le Garec, Camille Devaux et Benjamin Leclerc. Donc on a fait une recherche sur les syndics bénévoles. Pour commencer cette recherche, nous avons enquêté auprès d'acteurs institutionnels au niveau national qui agissent dans le domaine du logement et des copropriétés. Ça correspond à une première vague d'enquête d'une dizaine d'entretiens. Donc, on a rencontré d'abord des associations de propriétaires et de copropriétés, des associations qui font la promotion de la gestion coopérative, des micro-entreprises très locales ou des entreprises qui développent des systèmes informatiques. Lorsque nous avons abordé avec ces acteurs institutionnels la question des syndics bénévoles, tous et toutes se sont montrés extrêmement réticents par rapport à ce mode de gestion, y compris ceux qui développent des outils qui vont dans ce sens. Donc je vais revenir rapidement sur les résultats de cette première phase. Ces acteurs nous ont développé de nombreux prérequis nécessaires à une gestion en syndic bénévole. Ils nous ont dit qu'il ne fallait pas des copropriétés ni trop grandes ni trop petites, puisque plus une copropriété est petite, plus il y a le risque qu'il y ait des situations conflictuelles. Plus une copropriété est grande, plus la gestion peut être compliquée parce qu'il y a un volume trop important d'éléments à gérer. Ils nous ont dit qu'il fallait qu'il y ait une bonne entente entre voisins. Les situations de conflit sont évidemment présentées comme rédhibitoires à une gestion bénévole. Ils nous ont dit qu'il fallait un attachement au statut de propriétaire et à la copropriété. Il faut que la copropriété et le statut de propriétaire aient du sens pour les individus qui s'engagent. Il faut un conseil syndical dynamique, des immeubles simples à gérer. Des immeubles simples à gérer, ça veut dire avec peu d'équipements collectifs ou pas d'équipements collectifs. Plus il y a d'équipements collectifs, plus la gestion est compliquée. Il faut des immeubles sans travaux, ça veut dire que ce n'est ni des immeubles trop récents qui sont encore soumis à la garantie du parfait achèvement, ni des immeubles trop vieux pour lesquels il faut faire des travaux de réhabilitation. Il faut des propriétaires occupants sur place, puisque selon eux, une trop grande part de propriétaires bailleurs complexifie la gestion. Parallèlement à tous ces prérequis, ces acteurs institutionnels que nous avons rencontrés nous citent là aussi toute une liste de compétences qu'il faut pour être syndic bénévole. Il faut des compétences comptables, juridiques, relationnelles, savoir rechercher des prestataires, savoir définir son rôle et les limites de son rôle, savoir dire non, ne pas tout faire, savoir travailler en autonomie. Pour ces acteurs institutionnels, la fonction de syndic bénévole peut entraîner, dans les pires cas, un risque d'épuisement, une mise en difficulté de la copropriété et le retour inévitable à une gestion professionnelle. Malgré ces craintes, nous avons rencontré des habitants qui ont décidé de s'investir dans une gestion bénévole, dans un syndic bénévole, dans leur copropriété.
Et donc du coup, je vais vous présenter les motifs, les raisons qui les ont poussés à s'investir dans cette gestion bénévole. Les individus que nous avons rencontrés justifient leur choix par une première série de raisons, vous vous en doutez certainement, qui est une critique à l'égard des syndics professionnels, un regard critique sur cette profession. La première critique porte sur les coûts des syndics pro. Une gestion bénévole est d'abord présentée comme une économie. L'objectif est souvent de dépenser le moins d'argent possible et le syndic est présenté comme la dépense dont on peut se passer. Nous avons rencontré des habitants qui parlent de coûts trop élevés, de coûts inutiles en parlant des syndics professionnels. Cette question du coût est d'autant plus problématique que les habitants que nous avons rencontrés ont une image extrêmement négative des syndics professionnels. Ils dénoncent plusieurs points critiques. Ils reviennent sur plusieurs points critiques. Ils présentent les syndics professionnels comme une activité malhonnête. Certains parlent d'escroquerie, comme des professionnels qui surfacturent des prestations ou qui font intervenir des prestataires jugés trop chers sans au préalable avoir fait jouer la concurrence. Une profession peu disponible avec des gestionnaires qui ne sont pas réactifs, des gestionnaires qui ne font rien. Si les enquêtés mettent ce point sur le compte d'un trop grand nombre de copropriétés à gérer pour les gestionnaires, ils reprochent le manque de disponibilité des gestionnaires et le manque de proximité des gestionnaires. Par exemple, sur un de nos terrains, à Nogent-sur-Marne, un habitant nous souligne que lorsque sa copropriété a d'abord été gérée en syndic professionnel, il était prévu contractuellement une visite trimestrielle de la copropriété. Visite trimestrielle qui n'a jamais eu lieu, puisque dans les faits, le syndic professionnel ne venait qu'au moment des AG. À Paris, un autre habitant nous dit que quand un gestionnaire a entre 40 et 50 copropriétés à gérer, il ne peut pas faire de suivi de qualité et de suivi de proximité. Certains dénoncent aussi parmi nos enquêtés un trop grand turnover parmi les gestionnaires auxquels ils ont eu affaire dans le cadre d'une gestion bénévole. Ils parlent de gestionnaires qui changeraient trop rapidement. Un habitant nous dit que sur une période très courte de quelques années, il a eu entre 5 et 6 gestionnaires différents, ce qui rend le suivi de sa copropriété plus compliqué. Un autre critique aussi que dans l'activité de syndic professionnel, c'est une activité qui coûte, mais c'est aussi une activité qui prend du temps, puisqu'il faut contrôler le syndic professionnel. Pour cet habitant, si on ne contrôle pas le syndic professionnel, il ne fait rien ou il ne fait pas. Une deuxième série d'arguments que nous ont avancés les individus qui s'engagent dans cette activité de syndic professionnel, c'est des arguments liés à un contexte territorial ou à la description de leur copropriété. Celles et ceux qui vivent dans des petites copropriétés sans forcément beaucoup d'équipements ne voient pas la nécessité d'avoir un syndic professionnel et de travailler avec un syndic professionnel. Pour eux, compte tenu de la taille de leur copropriété, c'est pas compliqué à gérer et donc du coup, il n'y a aucun intérêt à avoir un professionnel qui aide à cette gestion. Pour d'autres, la taille de la copropriété et le peu d'équipement est même un facteur d'exclusion et d'auto-exclusion par rapport à une gestion professionnelle. Un habitant qu'on a rencontré à Versailles est convaincu que sa copropriété de 5 lots, sans ascenseur, sans cave, sans parking, de toute façon, pour lui, c'est une copropriété qui n'intéresserait pas un syndic professionnel puisqu'il y a trop peu de choses à faire dans cette copropriété. Donc il y a toute cette série d'arguments liés aux caractéristiques de la copropriété qui sont mobilisés pour justifier une gestion bénévole. Troisième élément sur lequel on voulait revenir, c'est que l'engagement dans l'activité de syndic bénévole, par opposition à un syndic professionnel, est régulièrement présenté comme l'occasion de mieux gérer sa résidence. Ici, il y a l'idée de gestion de proximité qui se construit évidemment en réponse aux éléments critiques que j'ai annoncés tout précédemment sur le regard porté sur les syndics professionnels. Si les individus que nous avons rencontrés reprochent un manque de réactivité du syndic professionnel, le syndic bénévole, pour eux, produit l'inverse. Une habitante que nous avons rencontrée à Paris, qui aujourd'hui a déménagé dans un logement individuel et qui est toujours propriétaire bailleur dans son ancienne copropriété, décrit sa copropriété gérée en syndic bénévole en présentant les mots de care, de prendre soin des uns des autres, pour dire qu'il y a vraiment une relation de proximité. La réactivité qu'apporte le syndic bénévole est aussi soulignée dans l'idée de mettre de l'ordre dans la résidence. Beaucoup s'engagent dans cette activité parce qu'ils jugent que les aménagements, les réparations ne vont pas assez vite,
avec des gestionnaires débordés. À Paris, un propriétaire nous explique que sa copropriété a d'abord été gérée en syndic professionnel et selon lui, il y avait une mauvaise gestion qui a conduit à une dégradation de l'immeuble et il est architecte de métier et il s'engage dans l'activité de syndic bénévole d'abord dans l'optique de redresser son immeuble. Dans l'Orne, une habitante explique s'être donnée pour mission de mettre du formalisme dans la gestion de sa copropriété parce que selon elle, l'expérience en syndic professionnel a été désastreuse sur le plan financier et sur le plan des relations de voisinage. À Versailles, un habitant affirme qu'il ne laissera pas sa place en tant que syndic bénévole et il refusera de passer en syndic professionnel tant que les travaux qu'il estime nécessaires n'auront pas été tous réalisés. Cette idée de revaloriser l'immeuble avec une gestion bénévole se construit d'ailleurs un peu dans une logique marchande, puisque si l'objectif est de redresser l'immeuble, il y a derrière cet investissement la volonté de donner de la valeur à l'immeuble et par ricochet de donner de la valeur à son propre appartement pour les personnes qui sont engagées. Le syndic bénévole est aussi présenté comme le choix de l'indépendance dans une copropriété. Pour une copropriétaire dans l'Orne, cette gestion est présentée comme un moyen d'éviter qu'on décide à sa place, qu'on nous impose des décisions. Et à Paris, un habitant valorise les petits arrangements que permet la gestion d'un syndic bénévole dans une petite copropriété et sans intervention extérieure. Cela permet de faire un peu comme on l'entend et un peu de contourner, de définir ses propres règles. C'est un habitant qui, par exemple, utilise sans se cacher les parties communes pour stocker des vélos, pour stocker des affaires personnelles. Dernière catégorie d'arguments que nous ont présentés les habitants que nous avons rencontrés, c'est des arguments liés autour de la curiosité. Plusieurs des habitants ont parlé de stimulation intellectuelle, de curiosité. Ils se présentent comme étant de nature curieuse, de nature touche-à-tout, et l'engagement en syndic bénévole est présenté comme étant dans la continuité de cette présentation. En Île-de-France, un habitant engagé en syndic bénévole a passé des mois à se former en travaillant les manuels de l'Arc sur la copropriété. Tous les ans, il pose 3 jours de congé pour aller au salon de l'Arc sur son temps libre et il le justifie par curiosité intellectuelle. Et dans d'autres cas, certains s'engagent dans l'activité de syndic bénévole parce qu'il faut bien le faire. C'est souvent le cas des copropriétés dans lesquelles la gestion syndic bénévole est historique. Au moment de passer la main, le mode de gestion bénévole n'est jamais remis en cause ou rarement remis en cause compte tenu des critiques et du regard particulièrement critique qui est développé à l'encontre des syndics professionnels. Et certains s'engagent un peu par défaut et parce qu'il faut bien le faire. Dans cette recherche, avant de commencer cette recherche, on avait émis l'hypothèse que les dimensions peut-être d'intérêt collectif ou le militantisme des habitants pouvaient être structurants pour s'engager dans une activité de syndic bénévole. Et finalement, ces arguments sont assez peu ressortis, mais j'en parle pas plus puisque ce sera l'objet de la présentation de ma collègue Camille. Bonjour à toutes et tous, merci de votre présence. Alors moi je vais revenir en fait sur le profil de celles et ceux qui s'investissent dans la fonction de syndic bénévole pour répondre à la question du qui. Voilà, qui finalement s'engage en tant que syndic bénévole. Alors je vais d'abord le faire en revenant et en énonçant des variables, on va dire un peu génériques ou globales. De manière un petit peu statique dans un premier temps et puis dans un second temps de façon un petit peu plus dynamique en revenant sur davantage les trajectoires, qu'elles soient résidentielles, familiales, professionnelles, militantes, associatives, ainsi que et présenter dans quelle mesure ces trajectoires constituent des ressources qui peuvent être convoquées de manière explicite ou plus implicite par les syndics bénévoles. Peut-être un petit préalable d'ordre méthodologique avant de poursuivre sur ce point-là. Rappeler que donc ces profils ont été établis à partir de la trentaine de ménages que l'on a pu rencontrer, donc à la fois dans l'Orne et en Île-de-France. C'est une approche qui est donc qualitative. On n'a pas une enquête quantitative qui serait par exemple sous la forme de questionnaire auprès de l'ensemble des syndics bénévoles de France, bien entendu.
Donc potentiellement, c'est important quand même de le souligner, on peut avoir quelques biais peut-être dans l'échantillon. Alors c'est peut-être moins le cas dans l'Orne, dans la mesure où en fait on n'avait aucun contact de personne, donc ça a été de l'envoi de courrier à partir des adresses, enfin, voilà, avec un petit travail en amont pour essayer de repérer et trouver s'assurer qu'on écrivait bien à la bonne personne, qu'il n'y avait pas d'homonyme, etc. Alors qu'en Ile-de-France, on a davantage joué la carte alors, pas de l'interconnaissance, mais en tout cas du contact, plus ou moins de proche en proche, etc. Après, c'est pas du tout les mêmes contextes, pas du tout les mêmes terrains, mais pour autant, on a un certain nombre de traits communs. Alors peut-être commencer par dire qu'on a une certaine diversité de profils. Alors c'est vrai qu'au départ de la recherche, nous on pouvait anticiper, on imaginait parmi nos hypothèses qu'on allait retrouver une certaine diversité, mais là voilà, de fait on met le doigt dessus. Ou pour le dire autrement, on ne retrouve pas exclusivement ou presque, comme ont pu le montrer les travaux sur la participation, des hommes blancs de plus de 50 ans. Donc c'est plus diversifié que cela. Même si, en termes de genre, en tout cas sur notre échantillon, on est dans une proportion 1/3 de femmes, 2/3 d'hommes. Alors on va essayer de ne pas trop faire de statistiques sur 30, mais c'est pour donner un ordre de grandeur. Ensuite, en termes d'âge, alors là, on a une petite différence entre l'Orne, alors c'est aussi un département dont les caractéristiques sociodémographiques ne sont pas celles de l'ensemble de l'Île-de-France, bien sûr, mais on a davantage de personnes de plus de 70 ans. On a plus de la moitié de nos enquêtés qui ont plus de 70 ans. Et au global, sur la quarantaine, en faisant des recoupements un petit peu, on est sans doute dans cette proportion-là. Donc la quarantaine de syndics bénévoles du département de l'Orne, de trentenaires, et puis après, plutôt des personnes de 50-60 ans. C'est plus hétérogène en Ile-de-France, mais bon, voilà, de fait, là aussi en lien avec des caractéristiques sociodémographiques. Ensuite, si on s'intéresse aux catégories socio-professionnelles, alors sur notre échantillon, on a un seul ouvrier, un monsieur qui était, parce qu'il est à la retraite maintenant, qui était chauffeur routier. Et ensuite, on a une majorité de cadres et de professions intellectuelles supérieures, avec en particulier en Ile-de-France des diplômés de Bac+5 quand ce n'est pas Bac+8. Alors là, vous allez me dire, oui, interrogez-vous peut-être effectivement sur les biais. Bon, on ne s'en cache pas, même si on n'a pas interrogé des collègues, loin de là. On avait évidemment d'autres contacts qui ne sont pas liés à nos sources de contacts professionnels. Ensuite, on a des professions intermédiaires et sur l'ensemble de l'échantillon, une seule personne relevant de la catégorie des indépendants et chefs d'entreprise en l'occurrence. Un petit point spécifique sur l'Orne, alors du fait de la faiblesse entre guillemets du peu de personnes concernées, donc autour d'une quarantaine de personnes en syndic bénévole, il était possible voilà, de recouper un petit peu des informations et ce qu'il a pu ressortir, c'est qu'en fait on a constaté qu'on avait de nombreux indépendants qui avaient une activité de location de logement avec un statut d'auto-entrepreneur, hein, donc ça on peut retrouver ça facilement sur Internet, qui étaient en lien direct avec l'exercice de la fonction de syndic bénévole ou pas. Mais en tout cas, voilà, on a des profils d'indépendants, chefs d'entreprise, commerçants, qui sont bailleurs d'un ensemble de logements et qui, en parallèle ou de manière superposée, sont syndics non professionnels. Donc parfois, ils peuvent se retrouver syndics non professionnels de plusieurs copropriétés en simultané dans lesquelles ils n'habitent pas et n'ont potentiellement jamais habité. Si on regarde ensuite la composition des ménages, en majorité, ce qu'on constate, c'est qu'on a essentiellement, enfin, en majorité, on va dire des couples avec des enfants qui ont décohabité. Après, voilà, on a quelques autres profils. Ensuite, pour éclairer ces profils, il nous semblait important de revenir sur le rapport à la propriété et les motifs et logiques d'entrée dans les copropriétés en question. Donc là aussi, on retrouve une certaine diversité. Alors, en premier lieu, on a classiquement des trajectoires résidentielles qu'on va qualifier d'ascendantes, je mets des guillemets, hein, avec un achat après avoir été locataire du parc privé en majorité, un seul cas de locataire du parc social et donc de la primo-accession. Donc ça, c'est le profil majoritaire. Ensuite, on a une logique d'anticipation de la retraite. Alors, c'est davantage le cas dans l'Orne, il me semble, avec un achat de logement et parfois même d'immeubles. Alors, dans l'Orne, on peut acheter un immeuble pour 80 000 €, sachez-le, hein, si ça vous intéresse. Alors, il fait très chaud probablement dedans. Mais donc, ces logements ou ces immeubles qui sont acquis pour être loués directement ou après un temps d'occupation, ça dépend. On a aussi des achats dans une logique d'investissement directement, notamment dans les années 90, avec des dispositifs de défiscalisation qui ont permis à certains de nos enquêtés d'acheter voilà, 1 ou 2 logements dans le cadre de la défiscalisation. Aussi des entrées en lien avec un héritage,
Ou encore, et là c'est plus atypique sans doute, un achat dans le cadre d'une SCI, en fait, où au départ c'était un parking et un immeuble a été construit par une SCI de gens qui se connaissaient. Alors c'était pas très évident de savoir quelles étaient les connaissances, qui étaient concernés, etc. Mais des gens qui faisaient des affaires ensemble, je cite. Et donc là, dans ce cas-là, la future syndic non professionnelle avait été désignée dès l'amont, en fait, avant même que la première prière soit posée. Il était convenu que ce serait elle qui assurait cette fonction. Ensuite, si on s'intéresse aux ressources de ces syndics non professionnels, alors elles sont convoquées plus ou moins directement. Le sentiment que l'on a, c'est qu'elles sont davantage convoquées explicitement en Île-de-France. Le lien avec la trajectoire est plus facilement fait en Île-de-France qu'il ne l'est fait dans l'Orne. Alors ça, voilà, j'ai pas d'hypothèse pour expliquer cela, mais c'est un constat. Donc elles sont plus ou moins incorporées. En tout cas, elles peuvent évidemment se retrouver chez un même individu, mais là, on a un petit effet de liste malgré tout, dont on ne peut pas tout à fait faire l'économie. Donc ces ressources, elles peuvent être d'abord du registre professionnel. Donc la fonction de syndic non professionnel, dans ce cas-là, elle est présentée dans la continuité d'une pratique professionnelle. Donc c'est des ressources qui vont ouvrir sur des compétences dans le domaine du droit, du juridique, en lien direct ou pas avec la question du logement, ça dépend un petit peu, ou plus largement. Des compétences dans le domaine du bâtiment, des compétences dans le domaine de la comptabilité, et plus largement des compétences dans le cadre de la gestion de projet et du management d'équipe, du fait de ce que je disais sur les PCS, avec une majorité de cadres, donc des fonctions d'encadrement. Donc pour incarner un petit peu plus cela, on va retrouver un notaire, un comptable, un commissaire aux comptes, une agente immobilier qui dit « si je n'étais pas du métier, je ne le ferais pas ». Le fait qu'avec l'agence, on a quand même des notions, ça aide largement. Elle évoque les syndics non professionnels qui, je cite, planent complètement, qui font leur petite bidouille, je cite encore, dans leur coin. Mais pour elle, voilà, sans être du métier, c'est pas possible. On va retrouver une enseignante en droit, un professeur en urbanisme, un architecte, qui dira « De par ma profession en tant qu'architecte, les gens me font confiance dans la méthodologie sur l'entretien de la copro. Avec mon métier, je peux faire un suivi de chantier qui soit l'équivalent d'un architecte sans qu'il en ait les honoraires, mais en ayant les compétences. » D'autres citations. « Le ticket d'entrée n'était pas trop élevé, en fait, puisque j'avais cette ressource, cette formation professionnelle. » Ou encore, ça m'a demandé un petit travail, mais un petit travail que je sais faire. Ça ne m'a pas paru très compliqué. Cela facilite le vécu de la fonction, finalement, ce lien qui peut être fait. Une autre citation, le fait d'être du milieu, ça aide à dormir tranquille face à ses responsabilités. Car le constat commun qu'on peut faire sur les terrains, sauf exception, c'est qu'il y a une conscience du risque, une conscience des responsabilités que cela engage d'être syndic non professionnel. Alors peut-être parfois on pourrait se dire oui, bon voilà, c'est fait un petit peu à la petite semaine. En tout cas, nous, dans notre échantillon, il y a cette conscience-là du risque et des responsabilités. Autre type de ressources, des ressources familiales. Alors à deux niveaux. En termes de trajectoire, le fait d'avoir vécu en copropriété au cours de l'enfance ou de l'adolescence, le fait d'avoir été familiarisé avec des questions de propriété sans forcément être en copropriété. Je pense à une enquêtée notamment dont les parents sont agriculteurs et qui dit la propriété quand tes parents sont agriculteurs, c'est quelque chose qui est palpable dans le quotidien, alors que ça n'a rien à voir avec la copro en tant que telle, mais la propriété. Et pour elle, c'est quelque chose qui fait sens. Et par ailleurs, en termes de ressources familiales, des membres de la famille qui ont déjà exercé cette fonction. Donc là, on a plusieurs cas. Mon beau-frère était syndic non professionnel. Mon frère a géré pendant longtemps une copro à Paris. Ma mère a été syndic non professionnel au Mans pendant 25 ans. Mon père était syndic non professionnel, etc. Autre type de ressources, alors Rémi a commencé à l'évoquer un petit peu, des ressources, on va dire, associatives, militantes. On constate qu'il y a un ensemble de pratiques associatives qui vont de l'engagement dans une association pour la réfection d'une vieille église à d'autres types de ressources et de pratiques associatives. Mais on a peu finalement de militantisme au sens politique du terme. Alors nous, c'était une hypothèse qu'on avait. On se disait, les gens qui s'engagent, ils vont avoir un discours autour du bien commun, du collectif, etc. Ils le feraient dans une perspective militante, du rendre service pour l'autre, etc. Dans les faits, c'est pas présenté comme ça, sauf à la marge. On retrouve peu d'engagement dans un parti politique ou dans un syndicat ou des fonctions électives. Donc au regard de nos hypothèses, c'était plutôt une surprise de ne pas avoir cette continuité-là. Malgré tout, on va retrouver une militante de l'association France-Palestine, une personne engagée dans une AMAP, une épicerie solidaire, 2 conseillers municipaux, mais sur la trentaine, c'est pas la majorité, loin de là.
Et finalement, pour terminer, on amène, alors c'est pas une notion, c'est pas un concept, mais voilà, quelque chose qu'on peut peut-être éventuellement discuter ensemble, qui serait l'idée d'un capital copropriété, dans le sens où la vie en copropriété n'est pas en tant que telle un préalable à l'exercice de la fonction. Les syndics non professionnels d'aujourd'hui ne sont pas des habitants nécessairement des copropriétés d'hier. Pour autant, cette idée de capital copropriété va recouper une connaissance préalable du domaine, qui va être liée potentiellement à une trajectoire en tant qu'habitant, voilà, par le passé, une connaissance via des tiers, un membre de la famille, un ami, etc. Une connaissance en tant que bailleur ou investisseur, avec des syndics non professionnels qui vont s'appuyer sur ce qu'ils connaissent de la gestion dans des copropriétés où ils possèdent un logement. Et de ce point de vue, les syndics professionnels peuvent, malgré les critiques qui ont pu être émises, c'est moins le cas dans l'Orne qu'en Ile-de-France, mais peuvent constituer des ressources sur lesquelles s'appuyer, et ils ne le savent pas directement. Mais on a des enquêtés qu'on peut dire, bah voilà, moi je reprends le modèle des PV d'AG, je sais qu'à tel moment il y a tel enjeu, je récupère des infos de cette manière-là. Si je n'avais pas eu ce logement dans cette copropriété-là, je ne saurais pas que, etc. etc. Donc on a voilà, cette idée de capital copropriété entre guillemets, mais qui permet, en tout cas qui peut faciliter, qui peut réduire le coût d'entrée dans cette fonction-là. Alors ça reste évidemment à creuser de manière plus approfondie. Et pour terminer, en dépit de ces ressources, il nous semble important de montrer que l'engagement dans la fonction, c'est une forme de rencontre en fait, à un instant T aussi entre un individu, sa trajectoire, ses ressources, ses capitaux, etc., et une copropriété qui a des caractéristiques, ou pour le dire autrement, ce que Rémi a pu avancer déjà, c'est qu'il y a un certain nombre de préalables, ou en tout cas dans les discours, les gens qu'on a interrogés ont pu dire, alors moi, je ne serais pas syndic non professionnel s'il y avait plus de temps de l'eau. En général, la limite, elle est à 10, mais elle peut être à 20 aussi. S'il y avait un ascenseur, s'il y avait trop de caves, s'il y avait une ASL ou que ne sais-je encore. Donc sur le plan technique, gestionnaire, j'allais dire pur, entre guillemets. Mais aussi sont mises en avant les questions de relations sociales aussi. Alors, qui ne sont pas forcément anticipables pour les gens qui arrivent dans une copropriété et qui prennent évidemment la fonction, mais pour ceux qui ont pu être habitants ou qui ont été bailleurs pendant quelques temps et qui franchissent le pas, cette question de la relation de voisinage, elle entre en ligne de compte aussi. Et clairement, les gens, ils n'ont pas envie de mettre le nez dans un panier de crabes. Alors, sauf certains, mais qui sont des profils pas majoritaires. Donc voilà, on a cette idée de rencontre entre les deux qui nous semblait important de mentionner pour terminer. Je vous remercie. Bon, j'ai bien peur qu'on ait un peu brouillé la frontière entre les deux moments de la table ronde. Bon, je ne suis pas sûre que ce soit très ennuyeux. En tout cas, c'est le tour d'Isabelle Gara de prendre la parole. Donc, je ne sais pas si tu feras 5 minutes plus 5 minutes ou en présentant les deux sujets. D'accord, ok. Alors, comme mes camarades, je vais restituer un petit peu le contexte de notre travail. Nous, ce qui nous intéressait, c'était de travailler sur des copropriétés de la reconstruction parce que ce sont des immeubles qui maintenant ont 70 ans et donc qui arrivent à un moment où il y a un certain nombre de travaux qui doivent être faits. Et donc on était parti sur ces deux villes, Saint-Nazaire et Brest, mais on a mesuré notamment à travers le registre des copropriétés les différences de gestion, puisque à Brest, la gestion par les syndics professionnels touche 65% des copropriétés enregistrées dans le registre, et à Saint-Nazaire, c'est 51%. Donc à Saint-Nazaire, il y a beaucoup plus de syndics bénévoles, donc 16,5% des copros nazériennes contre 5% à Brest. Et c'est la raison pour laquelle on s'est intéressé aux syndics bénévoles, ce qui n'était pas forcément voulu dès le départ, mais comme ce n'était pas négligeable, et que par ailleurs les politiques publiques s'intéressaient à ces syndics bénévoles et essayaient de les former, voilà, on s'est intéressé à ces syndics. Ils sont sans doute plus nombreux, ces syndics, que les 16,5% à Saint-Nazaire, parce que dans chacune des villes, il y a 30% des copropriétés qui ne sont pas du tout enregistrées, et donc très probablement, il y en a plus que ce que disent le registre. Alors le travail a consisté à aller interroger ces syndics bénévoles, donc une dizaine, et aussi à suivre les ateliers copro qui sont organisés
par l'intercommunalité et animées par Solia, et dans lesquelles interviennent très régulièrement la CLCV, par exemple, ou la DIL, pour faire des formations, organiser une AG, tenir les comptes de la copro, etc. Alors, les syndics qui ont été interrogés, ils disent que la gestion était une gestion peu organisée précédemment, avant eux, quoi. C'est-à-dire qu'ils parlent de gestion sur bout de papier, ils parlent de gestion brouillonne, d'arrangement à l'amiable, enfin, toute une série de choses de ce type, où les syndics bénévoles habitaient sur place, mais pour autant, ça se discutait dans l'escalier, quoi, hein, ou dans le hall d'immeuble, comment on va répartir le coût de l'assurance ou le coût de l'électricité. Donc tout se faisait en dernier moment et de manière très informelle. Et puis les nouveaux syndics bénévoles, parce que les syndics bénévoles que j'ai interrogés, ils ont tous assisté aux ateliers copro, et c'est comme ça que je les ai contactés, hein, via les ateliers copro. Donc ce sont des nouveaux syndics bénévoles. Et ils ont tous à cœur de montrer leur dossier orange, jaune, avec le règlement de copro dans l'un, les factures dans l'autre, etc., pour montrer qu'eux, ils sont organisés. Voilà, c'est bien fait. Les plus jeunes travaillent sur Excel et donc ne me montrent pas leurs fichiers, mais disent en avoir un certain nombre aussi. Ils ont tous enregistré la copropriété avec grande difficulté, ont-ils dit, hein, c'est ce qui leur a vraiment valu le plus de sueur sur le front, hein. Ils ont ouvert un compte bancaire séparé du leur, ce qui n'était pas le cas du tout précédemment, évidemment, hein. Ils ont pris une assurance, mais en général, il y en avait une précédemment, c'est-à-dire même s'il y avait une gestion brouillonne, il y avait malgré tout une assurance, il y avait des frais d'électricité, et c'était les seuls frais, puisque dans toutes ces copropriétés, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas de garage, enfin, il n'y a rien d'autre que l'immeuble, finalement, à entretenir. Ils ont organisé des AG, ils ont mis en place des contravaux, enfin bon, voilà. Des fois, ils sont un peu gênés par l'organisation de l'AG, parce que quand ils sont 3 dans une copropriété, se retrouver à 3 dans un logement d'entre eux, ça leur fait un peu bizarre, quoi, ce côté formel tout d'un coup, alors que le quotidien ne l'est pas. Bon. Alors, ce qui va changer des fois, c'est le vieillissement des propriétaires occupants. Donc, dans certains immeubles, c'est parce que les propriétaires occupants vieillissent qu'on va se tourner parfois vers des syndics professionnels, alors que l'immeuble était géré par des syndics bénévoles depuis les débuts de la reconstruction. Ou depuis, en tout cas, que les monopropriétés étaient devenues multipropriétés, copropriétés. Donc ce vieillissement, par exemple à Brest, Florie Collin, qui n'est pas parmi nous, mais qui faisait partie des chercheurs sur Brest, elle a interrogé un petit syndic familial qui dit que ce sont souvent des personnes âgées qui viennent le voir et qui ont été eux-mêmes syndics bénévoles et qui préfèrent avoir accès à un petit syndic parce qu'ils ont le sentiment qu'ils vont pouvoir continuer à gérer, à avoir un œil malgré tout sur la copropriété sans en porter trop lourdement la gestion au quotidien. Mais beaucoup de syndics pro refusent de prendre les petites copropriétés et notamment les copropriétés de moins de 5 lots. Et les syndics contactés disent que soit ne souhaitent pas du tout et disent non, soit disent qu'ils n'en prennent pas en ce moment, donc ça leur arrive parfois d'en prendre, mais ce n'est pas leur portefeuille majoritaire, on va dire. Alors là où ils ont pu en prendre à Saint-Nazaire notamment, c'est dans ces dernières années où il y avait un peu un déclin du locatif. Enfin, le marché est tellement bloqué qu'ils ont moins de locations ils étaient aussi agents immobiliers. Et parce que comme les copropriétés neuves sortaient moins, du coup, ils avaient un petit peu de place pour des syndics bénévoles, mais c'est vraiment très limité dans le temps. Alors, du côté des syndics bénévoles, pourquoi ils s'engagent ? Je vais faire comme vous. Un certain nombre le font par défaut ou un peu la main forcée, c'est-à-dire pas du tout par choix, et c'est vraiment la majorité. Ce n'est pas du tout il faut prendre sa part, ce qui signifierait que la charge tourne, mais pas du tout, c'est vraiment je le fais, et pour quelques-uns c'est parce qu'ils ont acheté un appartement
à une personne qui était le syndic bénévole de l'immeuble. Et du coup, en achetant l'appartement, finalement, ils endossent aussi la charge de syndic bénévole. Mais ce sont des cas très particuliers. C'est Lise, par exemple. Lise, elle habite un logement il y a 6 logements dans son immeuble et 2 locaux professionnels. Ils sont 2 propriétaires occupants. Et donc, le propriétaire occupant, l'autre propriétaire occupant est sur le départ. Il veut vendre son bien. Donc, elle se retrouve syndic bénévole de l'immeuble alors qu'elle n'avait pas du tout envisagé ça. Je t'interromps 1 minute. En visio, il y a visiblement quelqu'un qui n'a pas coupé son... Et pour une raison normalement, il n'y a pas d'accès au micro, mais là, visiblement, on a mal paramétré la visio si la personne peut éteindre, que le reste des personnes, la petite centaine de personnes en visio puissent suivre. Bon, on va te laisser, voilà. Oui. On continue à essayer d'avancer sur la logistique. Donc Lise, elle devient syndic bénévole, il n'y a pas le choix parce que l'autre propriétaire va partir. Et elle a une très grande appréhension à l'être. Elle dit ce n'est pas mon monde, notamment la gestion, mais les travaux encore moins. Et elle est vraiment très très anxieuse vis-à-vis de cette fonction. Catherine, elle, ils sont 5 propriétaires dans l'immeuble, il y a 3 propriétaires occupants. L'une d'entre elles a de très faibles moyens financiers. Elle paye d'ailleurs les charges en petite monnaie, mais elle les paye. Mais elle ne veut pas être syndic bénévole. Et les 2 autres personnes sont des jeunes actifs qui viennent d'acheter, primo-accédants, dont l'un a monté une petite société. Ils ne veulent pas non plus s'investir. Donc elle va se retrouver syndic bénévole alors qu'elle n'avait pas du tout envisagé ça, évidemment, en achetant. Dernier exemple, François, qui lui achète un appartement, il a 30 ans. Les 2 autres logements, il y a 3 autres logements dans l'immeuble, dont 2 propriétaires occupants, une dame âgée et puis un jeune actif qui ne souhaite pas non plus. Donc François, 3 mois après son accession, il va être syndic bénévole. Le deuxième cas de figure, c'est être choisi. C'est le cas d'une personne, jeune propriétaire dans un immeuble où il y a des propriétaires occupants de plus de 75 ans qui ont été syndic bénévoles tous précédemment. Elle est plus ou moins choisie, cooptée. On lui dit ça serait bien qu'un jour tu deviennes syndic bénévole et on t'aidera. Et donc elle va devenir syndic bénévole en étant aidée par l'ancien syndic bénévole, ouvrier des chantiers navals, qui lui-même avait succédé à un ancien des chantiers navals, etc. Et puis le troisième cas de figure, c'est celui que vous avez aussi avancé, c'est maîtriser les coûts. La plupart d'entre eux disent qu'ils veulent maîtriser les coûts de la copro. La gestion en bénévole, ça fait des frais d'entretien de copro qui sont de 20 à 50 € par mois. Et un syndic professionnel, c'est le double, voire le triple localement, au moins 2 fois et demi ce prix-là. Donc pour le coup, c'est pas très cher. Ça fait des frais peu élevés pour des gens qui sont modestes, parce que ces propriétaires interrogés, ils sont employés et ils sont profession intermédiaire, retraités, donc avec des pensions de retraite assez peu élevées malgré tout. C'est la raison aussi pour laquelle ils peuvent conserver, c'était le cas d'une personne qui m'a bien montré tout ça, elle a conservé le compteur électrique dans son appartement, il n'y a pas de compteur ailleurs, et donc elle divisait l'électricité en 4 logements. Les tantièmes, je ne savais pas trop ce que c'était, je pense. Mais elle disait aussi que les gens l'avaient payé au début, et puis au bout d'un moment, ils ne la payaient plus, et puis finalement, elle laissait tomber parce que ce n'était pas très élevé. L'éclairage d'une copro de 3 logements, c'était pas énorme, quoi. Personne ne veut trop de frais, c'est un peu le refrain de tous. On ne veut pas trop de frais, c'est pour ça qu'on est syndic bénévole. On souhaite avoir des faibles montants tous les mois. Alors ça signifie qu'il n'y a pas de frais de ménage. Là aussi, très souvent on dit chacun fait son palier. Alors l'entrée, je ne sais pas de qui elle relève. Ça veut dire que ce n'est pas non plus fait tous les jours ni toutes les semaines. Les sorties des poubelles, au mieux, il y a un petit tableau Excel à l'entrée qui dit qui va sortir la poubelle cette semaine-là. Et puis, la plupart du temps, c'est les jeunes hommes des copros qui sortent les poubelles, les jeunes propriétaires actifs qui vont sortir les poubelles. Les syndics bénévoles ne perçoivent aucune rémunération, c'est possible, mais ce n'est pas du tout quelque chose qu'ils invoquent à ce moment-là.
Alors toutes ces personnes ont suivi les ateliers copro et elles ont vraiment trouvé un bénéfice à assister à ces ateliers parce que toute la partie gestion leur faisait très très peur et aussi l'enregistrement dans le registre des copros. Et elles y ont trouvé, elles ont vraiment été épaulées à ce moment-là. Et pour certaines, c'est Valériane Laurent qui est l'animatrice de Solia qui raconte ça. Elle a une dame qui suit les ateliers copro depuis plus de 10 ans, je crois. Elle vient à tous les ateliers, il y en a une dizaine par an des ateliers. Elle est dans une copropriété de 2 logements. L'autre copropriétaire est quelqu'un de sa famille avec qui elle ne s'entend pas du tout. Et donc la dame de Solia, elle dit bon, on ne peut pas faire grand-chose pour elle en fait, parce que bon, les litiges de ce type, c'est un peu compliqué. Mais elle continue à venir parce qu'elle a le sentiment, je pense, d'avoir un espèce de soutien psychologique voilà, qui est important. Et puis ces ateliers copro, ils servent vraiment à mettre les copropriétaires en relation les uns avec les autres. C'est pas seulement entendre une conférence, mais c'est vraiment à se mettre en lien. Alors dans ceux qui s'investissent, moi j'ai un autre profil, notamment sur Saint-Nazaire, c'est le fait qu'il y a beaucoup de femmes dans les nouveaux syndics bénévoles, puisqu'à Saint-Nazaire, sur le fichier copro, il y a 94 hommes pour 75 femmes. C'est moins vrai à Brest, où on a plus d'hommes et moitié moins de femmes, je crois que c'était 80-40, quelque chose comme ça, le ratio. Ça, c'est quelque chose qui m'avait frappé dans les ateliers. J'avais donc demandé à l'animatrice de Solia, Valériane Laurent, si elle pouvait me dire si c'était vrai, dans le temps long, parce que j'ai assisté à un certain nombre d'ateliers, mais pas à tous. Et elle m'a dit que dans ses permanences aussi, elle recevait plus de femmes que d'hommes. Et c'était vrai, donc c'est vrai dans plusieurs sources, là pour le coup, les permanences, les ateliers, mais aussi les registres copro. Et ces femmes, elles vivent seules, soit elles sont célibataires, soit elles sont divorcées. Et puis il y en a quelques-unes qui sont en couple, mais quand les personnes sont en couple, c'est plutôt le monsieur qui vient aux ateliers copro et aux permanences. Donc quand elles vivent, le fait qu'elles vivent seules explique encore plus qu'elles doivent maîtriser les coûts, parce que je vous donne l'exemple de Lise qui a acheté un appartement un peu après son divorce. Elle voulait acheter à Nantes, elle travaille à Nantes, mais à Nantes elle pouvait se payer un studio. À Saint-Nazaire, qui est à 40 minutes de train, eh bien, elle a pu se payer un T3 de 75 mètres carrés. Elle vit à proximité de la gare. Et donc, elle a placé un peu tout son argent dans l'achat de son appartement. Et donc, par la suite, elle a besoin vraiment de tenir les coûts pour vivre, quoi. Même chose pour Marie, qui est employée et qui aime voyager. Et pour voyager loin, elle a besoin d'avoir des frais de copro très réduits. Et elle est même prête, au moment où je l'interroge, à chauffer son appartement à 17 degrés pour arriver aussi à tenir son budget énergie. Donc ce sont toutes ces personnes qui vivent seules, elles ont vraiment, vraiment besoin d'avoir des coûts tenus. Et puis, si on veut aussi évoquer les personnes, donc tu as parlé des primo-accédants, c'est vrai qu'il y a des primo-accédants parmi les personnes interrogées. Il y a aussi des héritiers, des personnes qui héritent d'un appartement à Saint-Nazaire et qu'ils vont occuper dans une petite copropriété. Et puis ce qui m'a frappé aussi, ce sont des propriétaires qui étaient des propriétaires de maisons individuelles et qui entrent en copro. Et ceux-là suivent énormément la vie de la copro et deviennent très vite syndics bénévoles ou rentrent dans le conseil syndical parce qu'ils veulent eux aussi veiller au grain de ce bien. Donc ce sont des personnes qui ont divorcé, qui ont des difficultés de santé, un monsieur qui perdait la vue par exemple, des personnes âgées. Donc déjà une expérience d'un bien à gérer qui était la maison individuelle, et ils passent en copropriété et ça devient encore plus important pour eux, quoi. Parmi les difficultés à devenir syndic bénévole, même si ce n'était peut-être pas le point de cet axe, mais il y a bien la connaissance de la copropriété, c'est-à-dire que ces syndics bénévoles qui prennent leur activité, ils n'ont aucune trace ou quasiment aucune de ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire les anciens syndics bénévoles sont partis avec les fichiers, sont partis avec les bouts de papier et il ne leur reste pas grand-chose, quoi. Et donc ils doivent se débrouiller et ils ne savent pas toujours à qui appartient la cour, à qui appartient les parkings dans la cour, qui peut y aller, les places de stationnement. Et ça, c'est très compliqué pour eux d'arriver à avoir une idée de la copropriété, c'est quoi finalement. Je m'arrête là. Donc, je pense qu'on n'a pas d'intervention de mes vieux voisins. Et donc, le dernier intervenant, c'est
le groupe CoPro, c'est ça, Emmanuel, Marx. Donc à toi la parole. Bon, on doit terminer, donner la parole ensuite à notre discutant à -20. Donc tu as une petite minute. Donc nous, on avait les terrains d'enquête étaient à chaque fois des copropriétés neuves ou récemment livrées à Strasbourg. Deux d'entre elles étaient des copropriétés qui étaient uniquement enfin, qui avaient une bonne part d'accession sociale à la propriété. Mais sur le panel, en gros, on avait essentiellement une large surreprésentation de primo-accédants. Alors même que toutes les opérations n'étaient pas en accession sociale, hein, il n'y en avait que deux d'entre elles sur les 5. Alors, il y a des éléments qui sont déjà connus donc c'est plus un travail autour que je restitue autour des profils d'engagement, d'engagement des habitants et dont les copropriétaires. Voilà. Je fais un ensemble parce que vous allez voir qu'il y a l'engagement des copropriétaires et puis il y a aussi l'engagement des locataires en question. Les engagements, ils se fondent, bon, c'est pas une nouveauté, hein, sur des supports, des ressources existantes pour les personnes, que ce soit des compétences ou des agilités relationnelles, de suivi de projet, de gestion de projet, ou que ce soit aussi des expériences, d'avoir déjà eu l'expérience d'avoir été propriétaire, et en bonne partie aussi sur des questions de disponibilité, puisque quasiment sur la dizaine de personnes qui ont été les plus investies, en fait, il y en a 9 sur 10 qui n'ont pas d'enfants, quel que soit leur âge. C'est d'ailleurs plutôt une majorité de personnes de moins de 50 ans. Ce que je voulais mettre en avant, c'était quand même trois principales formes d'engagement qui diffèrent plutôt par leur moyen d'action. Le premier, on va dire, la première forme d'engagement, c'est sur les moyens plutôt réglementaires et contractuels. C'est plutôt dans la manière de chercher à faire respecter la loi, le règlement, le contrat. Pour un des copropriétaires, c'était dans la phase, ils se sont installés au moment de la crise sanitaire. On n'avait pas pu avoir eu un accompagnement, ils se connaissaient très peu, et c'est une copropriété où il y a à la fois des maisons individuelles, de l'habitat intermédiaire et du collectif. Et les habitats intermédiaires se sont très rapidement investi leur jardin. N'avaient pas forcément la notion de la copropriété et ont mis toute forme de type d'occultation, et ont fait des barbecues, ont installé des piscines, puisqu'il faisait très très chaud au moment de la première crise sanitaire. Et là, il y avait cette personne a énormément défendu le respect du règlement de copropriété, en parallèle où il cherchait également à défendre tout l'ensemble de problématiques de levée de réserve qui étaient très très nombreuses sur cette opération. Donc là, il y avait vraiment le moyen d'action, c'était le moyen de se référer au règlement de copropriété et d'avoir aussi un travail de suivi des malfaçons pour défendre le contrat vis-à-vis du promoteur. On a eu un exemple assez proche, assez similaire dans la défense, on va dire, le suivi des malfaçons sur une autre copropriété. Voilà, c'est le premier mode d'action. Deuxième mode d'action, c'est plutôt un engagement autour de l'entretien, du soin des choses. C'est ce qui a déjà été appelé le travail pour l'immeuble, dans la matérialité des choses du quotidien, sur la base des moyens d'entretien. C'est des personnes qui sont déjà investies dans un travail autour de l'entretien des immeubles ou d'autres espaces, et qui ont un contrat. D'ailleurs, c'est des copropriétaires qui obtiennent, parce qu'ils ont déjà ces compétences-là et une activité, un contrat avec la copropriété, mais ils vont aller beaucoup plus loin. Ils vont eux-mêmes changer les ampoules, ils vont eux-mêmes faire des menus travaux de réparation. Ils vont être vraiment sur le soin à la matérialité de la copropriété, du bâti. Et le troisième forme d'engagement, c'est beaucoup plus le soin sur les relations. Là, on retrouve un peu plus de place aussi pour les locataires. Ça va être des personnes qui vont chercher à proposer, à être à l'initiative d'événements festifs. Ça va être des personnes qui vont être plutôt à l'initiative de chercher à
à faire fonctionner le bac à compost qui a été installé et qui n'est pas encore approprié. Voilà, c'est la troisième forme d'engagement qu'on a pu mettre en exergue. Quelques petites réflexions quand même autour de cet engagement et de ce parcours d'engagement dans la copropriété pour ses habitants et ses copropriétaires. C'est pas une conclusion de la recherche, puisque voilà, c'est plutôt une conclusion de mes réflexions personnelles en tant qu'accompagnateur. Donc je fais la distinction entre le travail de recherche qui a été fait et puis le travail là, on nous a demandé de partager un petit peu autour des profils des parcours d'engagement. C'est que l'engagement éloigne les engagés des non-engagés. Clairement, ce parcours, il va créer potentiellement un sentiment d'isolement parce qu'ils vont faire plus, ils vont faire pour les autres, ils vont soit développer une connaissance beaucoup plus importante que les autres, et ils vont se retrouver quand même assez souvent dans des situations d'isolement, à vouloir faire avancer peut-être les choses plus vite que l'ensemble des personnes ne le voudraient, mais en tout cas ils se retrouvent très très souvent, ils sont très investis au début, ça part très vite dans un investissement, et puis il y a souvent comme ça va très 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 haut au début, il y a souvent une phase d'inflexion, déçu du peu de répondants ou déçu de se retrouver finalement un peu isolé à porter ces sujets. C'est pas le cas pour tout le monde, mais c'est quand même quelque chose qui revient. Il y a aussi, alors dans certaines catégories de copropriété, il y a quand même aussi la crainte du leader, du colonel en chef, de la hiérarchie verticale. C'est quand même assez symptomatique pour ce qu'on a vu sur notre petit panel des copropriétés où il y avait quand même des ressources, des personnes qui avaient un capital assez culturel, assez fort, et qu'on retrouvait beaucoup moins dans les copropriétés avec des personnes qui avaient des capitaux peut-être plus modestes, où la hiérarchie verticale était, on va dire, moins questionnée. Deuxième élément, c'est que l'engagement amène parfois aussi à se retrouver dans des zones assez floues entre le privé et le public, entre voilà, typiquement sur la gestion des déchets, où on se rend compte en fait que y a des choses qui sont mal gérées, mal déposées au mauvais endroit. Ça nécessite de faire des petites enquêtes quand on veut que les choses soient bien, et on se retrouve à aller se mêler, enfin voilà, faire une forme d'enquête qui amène à retrouver la personne individuellement dans son comportement individuel, et c'est quelque chose qui est pas évident à gérer, cette zone de flou pour les personnes. Et je voulais un petit peu conclure sur l'idée que, en fait, quelle que soit la forme d'engagement, c'est un parcours de prise de risque pour tous les engagés qui est assez conséquent comme prise de risque, parce que les contreparties sont loin d'être certaines. Elles ne sont même pas forcément très évidentes pour elles. Au début, elles s'engagent plus par disponibilité et par on va dire, sensibilité. Voilà, par rapport à des syndics bénévoles qui ont cette volonté, voilà, il y a aussi cette idée de préserver le bien, la valeur, qu'elle soit économique ou matérielle. Mais c'est vrai que là, la contrepartie est quand même encore plus incertaine pour ces personnes, et d'où le fait qu'il y a parfois cette inflexion à se dire, mais en fait, je n'ai pas l'impression de retrouver une contrepartie à l'investissement, à l'implication, à l'engagement que j'ai vu, et avec des parcours qui sont souvent avec une inflexion au bout de quelques années, s'ils n'ont pas réussi à identifier quelle est la contrepartie qu'ils arrivaient à obtenir en retour de cet engagement. Voilà. Merci, vraiment, tout le monde a vraiment très très bien tenu son temps. Bon, bravo. La parole est maintenant à David Rodriguez de la CNCV, qui va jouer son rôle de discutant, n'est-ce pas? Alors, le rôle de discutant, je ne sais pas, je vais juste rebondir un petit peu, voilà, sur tout ce qui avait été dit. Donc déjà, effectivement, très très intéressant comme étude, parce que c'est vrai que là, on aborde quand même la problématique de la gestion. Comme vous l'indiquiez en introduction, on était vraiment au départ sur toutes les copropriétés en difficulté, ces gros immeubles, ces villes dans la ville en quelque sorte. Et ce qui était paradoxal, c'est que pourtant la problématique de la gestion était quelque chose qui est assez ancienne dans l'esprit du législateur, parce que dans la loi de 65, bon, une loi qui est effectivement très bien faite, mais on n'avait pas le conseil syndical obligatoire. On n'avait pas des éléments qui sont pourtant indissociables à la gestion telle qu'on l'entend à l'heure actuelle, tels que l'accès aux pièces justificatives des comptes.
Ça, il faudra attendre 20 ans avec la loi Bonne Maison pour effectivement se rendre compte qu'il y a des choses qu'on peut améliorer dans la gestion pour la rendre plus efficace et pour limiter, même si on n'envisageait pas les copropriétés en difficulté à ce moment-là, pour limiter effectivement ce type de phénomène. Et donc en 85, on rend le conseil syndical obligatoire, on parle du compte bancaire séparé, on va permettre aux copropriétaires, une fois par an, d'accéder aux pièces justificatives de charges, et on permet au conseil syndical surtout d'accéder à tout moment à tout ce type de documents. Puis après, il y aura le rapport Braille qui va intervenir avec une optique que je reprends, que je cite assez souvent, qui est très très intéressant dans la mesure où on n'est pas là pour faire de la prévention des copropriétés en difficulté, mais pour prévenir les difficultés dans les copropriétés. Ce qui est vraiment l'approche liée à la gestion et qui se veut la plus prévisionnelle possible. Carnet d'entretien en 2000 avait effectivement cet objectif-là. Donc sur le syndic non professionnel, sur l'autogestion, et c'est vrai que l'avantage de ces études, c'est qu'elles permettent en quelque sorte d'objectiver, de documenter, de constater de façon qualitative ce que plusieurs acteurs de terrain supposaient déjà ou constataient déjà, mais je veux dire un peu au feeling, on va dire comme cela, sur par exemple tous les prérequis ou non pour l'autogestion. Est-ce que finalement une copropriété de 300, 400 lots peut faire l'objet d'une autogestion? Moi, j'avais rencontré, dans le cadre d'un sondage, une copro, effectivement, où c'était une grosse forteresse, c'était à 200, 300 lots, ils étaient en autogestion, effectivement, même si c'est très, très, très rare. L'absence d'éléments d'équipement commun qui facilite effectivement la gestion, là, vous l'avez repris. Sur la taille, par contre, sur la taille, on évite les petites copropriétés pour éviter les interactions sociales. Moi, c'était pas forcément ça le sentiment que j'avais. J'étais plutôt, on vérifie l'état des interactions sociales. Dans le sens où si vous êtes à 3 ou à 4 et que tout se passe bien, il va y avoir effectivement une bonne entente, une gestion. Alors là, j'ai senti ce que je ne voyais pas forcément, mais dans vos propos, où on va sur de plus en plus de professionnalisme, où en gros les nouveaux arrivent en quelque sorte pour expliquer on va peut-être essayer de gérer correctement, alors qu'avant on était sur complètement du hors-sol. Juridiquement, on était complètement sur du hors-sol. La convocation, écoute, tu viens demain et on va voir comment ça se passe, on va chez le voisin, et tout va bien dans le meilleur des mondes, et c'est souvent de la palissade, hein. Quand tout va bien, il n'y a pas de problème, et il suffit qu'il y ait un nouvel arrivant, où là, lorsqu'on va lui demander de l'argent, mais vous êtes qui, pourquoi, je ne vous connais pas, est-ce que vous êtes syndic ou non? Et d'ailleurs, vous noterez que sur l'ordonnance de réforme du 30 octobre 2019, il y a en quelque sorte cette prise en compte de l'évolution de la nécessité de gérer ces petites copropriétés avec ce côté informel. On a quand même une possibilité de la petite copro d'avoir un droit de réunion. C'est-à-dire que finalement, on va se réunir dans un coin, on prend des décisions. Certes, il y a des conditions particulières, il faut que ce soit l'unanimité, ainsi de suite, mais on a validé le droit de réunion. C'est qu'en gros, on a validé en quelque sorte ce fonctionnement particulier hors sol, très de voisinage en quelque sorte des petites copropriétés. Ce que je retiens effectivement également, c'est sur la gestion, l'autogestion. Est-ce qu'on est sur une autogestion classiquement subie, choisie, subie parce qu'on ne trouve pas de syndic, effectivement, ou sinon à des conditions financières qui seraient difficilement supportables. Alors c'est vrai qu'on le sait tous, hein, les petites copropriétés sont dans l'angle mort des syndics professionnels pour des raisons de rentabilité qu'on peut comprendre aisément, hein. Mais il y a un fait où effectivement ces copropriétés peinent à se gérer, et donc de fait on a les copropriétaires qui sont tenus, contraints en quelque sorte, d'où l'aspect gestion de l'autogestion subie, de faire par eux-mêmes, entourer éventuellement des membres du conseil syndical. Dans ce cas-là, on pourra aller même vers une gestion en quelque sorte d'un syndic coopératif, soit au contraire ils sont seuls. Et c'est vrai que parfois j'ai ces interrogations, c'est je suis syndic bénévole, mais qu'est-ce que j'ai comme obligation? Est-ce qu'on peut m'aider? Il ne faut pas oublier, le syndic bénévole, c'est un syndic. Il n'est pas rémunéré, donc si le conseil syndical est évanescent, n'est pas derrière lui, il va avoir les mêmes obligations qui vont lui peser si lourdement, plus lourdement même que sur un syndic professionnel. Donc d'où l'intérêt vraiment d'être totalement et correctement entouré. L'aspect financier, effectivement, on en a parlé. Ce qui m'avait marqué, c'était effectivement la remarque qui avait été effectuée sur l'absence d'engagement, on va dire, associatif ou politique d'éventuellement des syndics bénévoles. Alors moi, je ne m'étais pas posé la question, très clairement, je le dis, mais je n'ai pas été forcément surpris de ce que vous aviez constaté, parce que ce que l'on voit, c'est dans copropriété, il y a propriété. Alors moi, je dis souvent, quand on fait les formations en copropriété, dans copropriété,
copropriété, il y a co, pour insister vraiment sur la notion collective. Vous parliez avant d'indivision, je ne sais pas si il faut dire que c'est une indivision, mais c'est un peu l'idée. Effectivement, il y a copropriété. Peut-être que si on se focalisait davantage sur le co, il y aurait moins de problèmes. Là, on se focalise beaucoup sur la propriété. Et c'est vrai que les copropriétaires se rendent compte, in fine, du moins de ceux que j'avais vus notamment dans les petites copropriétés qui voulaient passer à une gestion bénévole ou s'ils ne s'en sentaient pas capables de dire on va passer par une gestion professionnelle, il faut entretenir le bien. C'est une valorisation de son bien, c'est une valorisation de son patrimoine. C'est-à-dire qu'ils se disent il faut éventuellement penser à l'avenir, que ce soit à la succession ou tout simplement une mutation, à une vente. Et dans ce cas-là, il faut que l'on soit en quelque sorte dans les clous. Et être dans les clous, ça veut dire avoir une gestion professionnelle, ça ne veut pas dire passer par un syndic professionnel, mais avoir une gestion professionnelle, on va dire conforme au texte. Ça veut dire procéder effectivement à l'immatriculation, qui est, je confirme, une grande crainte pour tous les syndics bénévoles. Je fais comment, je sais quoi, je n'ai pas de contrat, qu'est-ce que j'envoie, enfin voilà. Donc il y a toujours cette problématique, malgré les efforts de pédagogie qui avaient été faits sur ce point. Il y a la question de l'assurance, où des immeubles parfois n'étaient pas assurés. On va dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va peut-être commencer par l'assurance, on va peut-être même commencer par l'assurance avant l'immatriculation, parce que s'il y a quelqu'un, il se passe quelque chose dans les parties communes, ça peut être très grave. Et c'est vrai qu'on, rapidement, avec ces copropriétaires-là, on arrive à les convaincre sur la nécessité d'être à minima dans les clous. Alors, par contre, on voit quand même une situation où on est sur une autogestion qui est choisie, qui est assumée, qui est effectuée, et qui après va aller sur une gestion professionnelle, soit parce que, c'est ce que vous indiquiez, finalement, les copropriétaires sur qui pesaient ces fonctions-là se sentent un peu seuls, soit parce qu'il y a eu des mutations dans l'immeuble et ils sont, voilà, l'événement, les éléments communautaires, je dirais, et collectifs qui pouvaient exister au début n'existent plus forcément. Ou tout simplement une certaine lassitude, et puis il y a l'âge, il y a la fatigue, et donc cette recherche d'un syndic professionnel, mais qui n'est pas toujours aisée. Et je vois parfois d'autres cas où le syndic professionnel est complètement assumé, parce que là on va le prendre comme juge de paix. C'est-à-dire que si effectivement au début tout allait bien, et d'où la nécessité et l'importance effectivement de tout ce qui concerne les relations sociales, si au début tout allait bien, après au bout d'un moment vous toquez, en gros vous toquez à la porte de votre voisin pour demander des sous quand même. Ça peut être compliqué. Donc voilà, il y en a qui s'en sentent pas forcément, d'autres oui, puis après ça monte chacun dans les tours. Donc l'intérêt de passer par un syndic professionnel, on va considérer que, en quelque sorte, c'est un arbitre qui est neutre. Alors on va payer notre tranquillité, et il y en a qui sont prêts effectivement à assumer le prix de leur tranquillité, mais encore faut-il pouvoir trouver un syndic qui accepte de gérer ce type de copropriété. Et puis après, juste pour finir, ce qui est un peu ma marotte, c'est sur la place des occupants dans les immeubles, indépendamment de leur statut d'occupation, où on parlait d'autogestion, y compris lorsqu'il y a des bailleurs. Donc qui dit bailleur dit forcément locataire. Et comment sont impliqués ou non ces locataires? Ce qui était indiqué préalablement, c'est chacun va nettoyer son propre palier, ce qui montre bien qu'il y a un intérêt également indépendamment du statut d'occupation sur la gestion du bien et cette recherche de bien commun. C'est qu'on veut tous que tous les occupants veulent que l'immeuble soit correctement géré avec des charges qui soient maîtrisées. Voilà pour moi. Je crois qu'on est absolument impeccable sur la tenue du temps. Merci beaucoup. Donc là, je vais donner la parole à la salle. Donc, y a-t-il des questions ou des commentaires sur donc les présentations qui ont été faites? Alors, on a déjà 3 questions dans le chat. Une de Sébastien Boireau de Laura qui demande si la volonté d'une copropriété de défendre ou de se mettre en gestion bénévole est-ce que ça peut relever du fait de favoriser plus de liens sociaux entre copropriétaires ou pas. Et 2 questions plutôt sur les outils. Une question de David Pérez d'Urbanis pour savoir si les syndics bénévoles sont équipés en termes d'outils pour remplir leurs fonctions. Est-ce que vous avez des exemples? Et une question un petit peu similaire d'Alexis Bobin du Grand Reims. Existe-t-il des formations, entre guillemets, professionnalisantes pour les syndics bénévoles? Je pense que, notamment à Saint-Nazaire, il y a des réponses là-dessus. Les formations à la Carène, elles ont cet objectif de former les syndics bénévoles et
il y a toute une série de sessions, une fois tous les 2 mois. Et ce sont beaucoup de syndics bénévoles qui les suivent. Mais la CLCV fait ça aussi quand les gens recherchent. Mais la CLCV était moins connue. Par exemple, des gens que j'ai interrogés, aucun n'était allé la voir. Certains étaient allés à l'ADIL aussi. Donc, il y a des sessions de formation, oui, bien sûr. La première question, je ne sais plus ce que c'était. Ah oui, le lien social. Le lien social, enfin, pour moi, ce que j'ai vu, j'ai l'impression qu'il était plus présent chez les anciens syndics bénévoles, qui était un monde social, ouvrier, employé, qui restait très longtemps dans les logements. Et là, effectivement, tous les gens se connaissaient. Aujourd'hui, comme il y a quand même un fort renouvellement à Saint-Nazaire, avec des arrivées de jeunes ménages ou des arrivées aussi de résidents secondaires, eh bien, c'est moins vrai parce qu'il y a des copros où il y a certes des propriétaires, mais ils ne sont pas occupants à l'année. Et là, le relationnel, il est quand même, il n'est plus le même, quoi. Alors, pour reprendre, répondre à ces questions sur la question du lien social, nous, ça, il me semble, par le nom de l'équipe, ça n'a jamais été structurant ou présenté comme un motif pour passer en gestion bénévole. Et d'ailleurs, dans nos hypothèses de recherche, on s'était posé la question de savoir qu'est-ce que la gestion bénévole pouvait faire sur le vivre ensemble dans les copropriétés et sur justement le lien social dans les copropriétés. Et on a très peu d'éléments. En fait, ça n'a pas été une piste qui s'est révélée être très structurante. Et pour répondre sur les outils, moi j'ai l'impression qu'il y a une diversité d'outils et que c'est un peu chacun fait comme il veut ou comme il peut. C'est aussi à mettre en lien avec tout ce qu'on a dit sur la transmission des informations sur les copropriétés. Comme il n'y a pas toujours de transmission des informations, il n'y a pas toujours on ne donne pas toujours l'état de la copropriété. Chacun part un peu de ce qu'il a ou de ce qu'il peut et chacun développe un peu comme il peut. On en a qui utilisent des fichiers Excel, on en a qui utilisent des cahiers, on en a qui créent leur propre logiciel comptable, etc. Il n'y a pas de modèle précis. Et sur les formations, on n'a pas une connaissance de formation particulière. Les seules formations dont on nous a parlé, c'est notamment avec l'ARC, avec les fascicules de l'ARC ou le salon de l'ARC sur les copropriétés, mais qui ne sont pas des formations destinées aux syndics bénévoles. En fait, c'est des individus qui mobilisent cette documentation existante, mais il n'y a pas de formation spécifique. L'ARC, Association de défense des copropriétaires, donc effectivement formation destinée à tous les adhérents copropriétaires. Peut-être juste pour compléter un tout petit peu, sur le dernier point, effectivement pas de formation. Après, le ressenti que l'on a, c'est une demande quand même de ressources. Alors, on n'a pas eu c'était pas l'objet de la présentation, mais de parler du vécu de la fonction, l'incarnation de la fonction, etc., les difficultés. On aurait beaucoup de choses à dire sur cet aspect-là, mais il y a quand même, ce qui ressort, c'est pour ceux qui vivent mal, c'est logique, hein, ou pas très bien, le besoin d'être accompagné. Certains se disent, voilà, je me sens seul, j'ai l'impression d'être seul face à un monde que je ne maîtrise pas, l'information ne m'arrive pas, et notamment le parallèle est fait avec les syndics pro, où l'idée serait que voilà, l'actualité juridique arrive toute seule, entre guillemets, chez le syndic pro, alors que le syndic non professionnel, lui, n'a rien. Après, il n'y a pas toujours des velléités d'aller à la recherche de l'info. Certains, oui, mais plusieurs ont pu dire, ah, mais il n'y a rien, il n'y a pas de ressources qui existent. Dans les faits, il y en a maintenant, notamment le guide du syndic non professionnel. Donc, il y a des choses, mais en tout cas, c'est pas perçu, c'est pas trouvé, c'est pas cherché, etc. Ensuite, sur la question des outils, effectivement, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Rémi. Nous, dans notre corpus, pour compléter, on a, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois peut-être 2 ou 3 accompagnements par l'ARC et 2 cas où Matera est dans la boucle. Mais sinon, pour le reste, voilà, c'est vraiment fait de manière alors autonome, façon de parler, mais en tout cas pas en lien avec une prestation quelconque. Et sur la question du lien social, effectivement, je rejoins ce que dit Isabelle. Alors moi, je connais mieux le corpus ornais, mais cette idée il y a, je sais pas, 10-20 ans, d'équipe avec des gens en place longtemps, des propriétaires occupants, etc. Là, il y avait davantage de liens qui semblaient se créer, être maintenus, alors qu'aujourd'hui, effectivement, plus de turnover. Il y a la question des bailleurs et donc du fait des locataires aussi, où très clairement, sur les relations de voisinage, on avait vraiment un volet de l'enquête qui était censé porter là-dessus, et ça ne sort pas du tout spontanément. Et quand on interroge les gens, c'est pas un sujet en fait véritablement. Alors pour le meilleur comme
pas le pire, mais puisqu'il ne se passe rien, voilà, il n'y a pas d'incidence négative non plus. Aucun syndic non professionnel a pu nous dire c'est horrible, ou presque, depuis que je suis entrée en fonction, mes voisins avec lesquels je m'entendais bien, ça ne marche plus du tout. Ça, on l'a très peu, on l'a un petit peu, mais très peu. Un ou deux cas peut-être d'exit, entre guillemets, voilà, de gens qui sont partis. Pas tant pour une histoire de voisinage en tant que tel, mais un ras-le-bol parce que ça fait trop. Mais aussi, c'est aussi des gens qui investissaient la fonction voilà, de manière peut-être, je ne vais pas dire disproportionnée, parce que ce serait porter un jugement, mais en tout cas d'une manière très importante, et qui vivaient mal la réalité de la reconnaissance éventuelle par les pairs. Ouais, enfin, très rapidement, effectivement, bon, sur les formations et différents organismes et associations en proposent chacun. Sur le lien social, je suis tout à fait d'accord. C'est que nous, on ne constate pas de mise en place de syndics, d'autogestion pour renforcer le lien social. En fin de compte, c'est l'inverse qui se crée, à mon sens, et éventuellement, du moins, c'est un problème peut-être générationnel ou lié à l'époque, en fonction des situations, où c'est l'existence d'un lien social qui peut favoriser l'émergence d'une autogestion. Effectivement, on est sur une petite copropriété, on est tous du même milieu socio-professionnel, on s'entend bien, et si on prenait notre destin en main en quelque sorte. Après, les mutations, les changements de vie, les changements d'époque ont fait en sorte que ce lien va se distendre. Il n'y aura peut-être plus d'autogestion, on va le faire de façon différente. En gros, le lien social peut favoriser l'autogestion, mais on ne fera pas d'autogestion pour renforcer ou favoriser le lien social, du moins à mon sens. Okay. Peut-être qu'on peut... il nous reste encore 5 minutes d'échange, si j'ai bien compté. Donc, il y a des questions. 3 questions. Ouais. Oui, bonjour, Isabelle Ray-Lefebvre. Je suis journaliste et puis administratrice de la CLCV. Et je me suis beaucoup intéressée à la copropriété en tant que fondatrice de l'ARC, mais il y a très longtemps maintenant. 2 remarques et une question. Première remarque, je confirme, et ça c'est un cas personnel, que l'immatriculation de la copropriété sur le registre n'est pas faite pour les syndics bénévoles. Nous, on s'est enregistré facilement, mais on n'arrive pas à réactualiser et on se heurte au fait que la copropriété n'a pas de mail en tant que telle. Donc, on n'arrive pas à changer le syndic. Donc, voilà, bon, ça c'est un détail. Donc, on a un peu lâché l'affaire là-dessus. Deuxième remarque, quand vous dites les syndics bénévoles, ils n'ont pas forcément de contrepartie ou alors ils le font pour valoriser l'immeuble. Je peux dire aussi, si c'est des propriétaires occupants, ils le font pour vivre dans un cadre de vie agréable. Ce n'est pas forcément une vision mercantile, si je veux dire, mais c'est quand vous avez un immeuble bien entretenu, c'est quand même plus agréable qu'un immeuble pas entretenu. Et alors là, ma question, c'était, est-ce que dans vos recherches, vous êtes intéressé en fait à la qualité de la gestion des bénévoles? Est-ce que finalement, la gestion bénévole est de meilleure qualité que la gestion professionnelle en termes de réduction des impayés, en termes de réserve financière, parce que ce sont 2 indicateurs comme d'autres, mais moi j'ai un peu intuitivement que vous avez souligné la proximité qui fait qu'on répare vite, plus vite, on voit mieux les incidents. Donc est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Je propose qu'on prenne les 3 questions. Merci pour vos interventions, Fabienne Babinet, co-scénariste de Lieu de Vie. J'avais une question sur l'aspect financement d'un accompagnement en amont qui a été mentionné en introduction. Et il a été question de Strasbourg, donc peut-être Emmanuel Marx pourra donner des éléments. Est-ce que dans une approche d'habitat participatif, dont il n'a pas été question de manière explicite dans votre institution, il pourrait être envisageable, ou il est envisagé, que ce scénario de syndic bénévole vienne renforcer cette dimension participative? Merci.
Merci beaucoup Estelle Baron, Solia. Bon, je pense que ça restitue pas mal de choses sur les petites copropriétés. Effectivement, moi, je rejoindrai la remarque d'Isabelle Ray-Lefebvre sur le fait qu'on n'a pas forcément non plus, bon, vous l'avez un peu abordé dans une des réponses, la notion du propriétaire occupant, parce que l'autogestion, quand il y a des locataires, des propriétaires occupants, c'est pas tout à fait le même équilibre qui se met en place, et j'ai l'impression que vous l'avez pas complètement abordé. Et surtout, je suis assez étonnée, vous n'avez pas du tout parlé des grandes copropriétés. On a l'impression que c'est complètement cantonné à des petites copropriétés. Donc c'est une réalité qui s'impose parfois, vous l'avez dit, hein, aux petites copropriétés. Mais il y a aussi des grandes copropriétés qui sont gérées en gestion non professionnelle, en tout cas. Alors je ne sais pas si ça se cantonnait à la gestion bénévole en tant que telle, ou s'il y avait un enjeu sur la gestion coopérative. Mais notamment, il ne me semble pas que vous ayez cité l'USGC et la possibilité d'aller voir comment sont gérées les très grandes copropriétés en gestion coopérative. Et je trouve qu'il y a des liens à faire et un regard à porter aussi sur cette gestion non professionnelle des grosses copropriétés pour aller chercher aussi ce qu'il y a dans la gestion non professionnelle de façon globale dans la gestion des copropriétés, pas uniquement cantonné aux petites copropriétés qui ne sont pas rentables et qui n'ont parfois pas la possibilité de faire autrement. J'ai l'impression qu'il y a une question pour chaque équipe, ça tombe bien. Sur l'efficacité, si on peut parler comme ça, enfin, la question d'Isabelle Ray-Lefebvre, hein, peut-être, Symbiose. Tous les deux, oui. Alors sur la question de l'efficacité d'une gestion en syndic bénévole, on aura du mal à répondre, puisque c'est un peu peut-être une des limites de notre enquête ou une poursuite qu'il faut qu'on ait, je pense, c'est que pour l'instant on a fait une enquête où on s'est intéressé principalement aux personnes engagées, et donc on a le regard des personnes engagées, et ce serait bien d'avoir une vision du reste des copropriétaires dans les copropriétés pour savoir comment eux ressentent les choses aussi peut-être, et puis voilà, on a eu on n'a pas non plus fait d'éléments de comparaison avant, après, sur une gestion professionnelle, gestion bénévole, sur voilà, Oui, puis sans doute qu'il faut comparer des choses qui sont comparables aussi. Alors, on a des cas sur la gestion bénévole qui est une absence de gestion. Alors, c'est à la marge dans notre échantillon, mais il y a des gestions qui n'en sont pas. Oui, concrètement, il ne se passe rien. On attend, on en reviendra, mais on attend qu'il se passe quelque chose potentiellement de dramatique pour engager la gestion. Et il faudrait pouvoir comparer à type de copropriété. Enfin, voilà, c'est pour moi sans doute une autre recherche. Et de la même manière qu'il y a des syndics professionnels qui font absolument bien leur travail et d'autres qui sans doute le font moins bien, mais tout comme les syndics non professionnels. Enfin, voilà. Donc on n'a pas d'éléments là à ce stade pour objectiver. On ne va pas s'avancer là-dessus du tout. Ce serait malhonnête de notre part. Je me permettais juste un complément d'une seconde. C'est aussi que pour avoir un élément de comparaison à l'échelle de la trajectoire des copropriétés, je voulais dire qu'on a des copropriétés qui sont historiquement gérées aussi en syndic bénévole, qui a quand même une trajectoire de copropriété gérée en syndic bénévole. Donc l'avant-après n'existe pas et on n'a pas d'élément de comparaison. Tout d'abord, je lève un malentendu, parce que voilà, les travaux qui ont été présentés juste avant parlaient des syndics bénévoles. Moi, je parlais des conseillers syndicaux. Donc, sur les questions des contreparties, je parlais bien des conseillers syndicaux et pas des syndics bénévoles. Je sais pas. Sur l'habitat perspective, il y aurait quand même beaucoup à dire. Donc, dans le temps qui est vraiment dans un temps très réduit, globalement, c'est sûr que c'est dans ce que disait David, là où on est souvent dans les cas d'habitat perspectif avec une volonté, un projet qui et une homogénéité socio-économique, pas forcément culturelle, mais socio-économique. Donc, ce qui fait que les gens ont peut-être plus de compétences et que l'idée d'autogestion collective est peut-être plus facile à atteindre, en plus d'être dans un projet social qui est discuté entre les individus, et donc il y a plus c'est plus favorable à aller, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils y vont systématiquement, parce que voilà, dans les copropriétés qu'on a accompagnées, c'était que des achats en VFA sur plan, avec essentiellement des gens qui sont d'abord dans une posture consumériste, et on les amène par l'accompagnement à aller vers un agir collectif. Ça marche mieux, pareil, quand il y a l'homogénéité socio-économique, pas culturelle, je redis encore, parce qu'il y a plus de facilité à s'entendre les uns avec les autres, et ça va plus vite. En fait, l'agir collectif se constitue plus vite, et il pourrait y avoir des perspectives d'autogestion collective peut-être, enfin en tout cas plus vraisemblables que là où il y a une large diversité de statuts, de socio-économique, de mixité sociale ou autre, où là c'est quand même beaucoup plus compliqué, parce qu'il y a d'autres choses à gérer que uniquement la bonne gestion
dernière question, c'était petite, grande copropriété. Donc, Isabelle. Dans notre échantillon, il n'y a pas de grande copropriété gérée par des syndics bénévoles, en fait. Les syndics bénévoles à Saint-Nazaire, ils gèrent des copropriétés de 8 logements maximum, quoi. Voilà, le reste n'existe pas. Et à Brest, c'était plutôt 10-20 logements, mais gérés par des syndics professionnels. C'est la taille standard très, très majoritaire du parc de logements du centre, en fait. Donc le cas de figure que vous citez n'est pas présent dans nos travaux. Ça, évidemment, ça veut dire que c'est intéressant pour des travaux ultérieurs, sans doute. Oui, donc peut-être un complément pour Symbiose, mais rapidement, et puis la discussion pourra se prolonger pendant la pause, parce que là, on a dépassé le temps prévu. Donc, je suis Sylvaine Le Garrec, je vais faire le complément de réponse sur les grandes copropriétés, parce qu'en effet, on a fait un tour d'horizon des structures d'accompagnement et on a interrogé l'USGC. J'ai pu en parler aussi dans d'autres présentations au cours du programme de recherche, puisque en effet, ces grandes copropriétés gérées en gestion coopérative qui ont même été à l'instauration du système de gestion coopérative dans la loi de 65, dont la copropriété de Marly-le-Roi. C'est aussi des entretiens qu'on a réalisés auprès... on a interrogé des copropriétaires de ces grandes copropriétés, un à Clichy-sous-Bois et un à Marly-le-Roi. Mais en effet, c'est des formes de gestion bénévole qui sont très différentes, donc on ne peut pas les amalgamer avec les données qu'on a présentées aujourd'hui. Par exemple, niveau temps, implication en temps dans la copropriété, une copropriété de Clichy-sous-Bois de 300 logements, ça va à 2 temps plein bénévoles, alors que c'est pas du tout la même chose pour des copropriétés, des petites copropriétés où ça va de quelques heures par mois à quelques heures par an, ou voire quelques heures par semaine aussi. Okay, donc ça fera l'objet d'une analyse spécifique. Je remercie tous les intervenants. Excusez-moi, j'ai juste une toute petite question, mais juste en chiffres. Gilles Frémont, syndic de copro et président de la NGC. Est-ce que vous avez pu évaluer, peut-être au début de votre étude, le nombre d'immeubles? Alors en France, vous avez donné des chiffres sur Nantes et Saint-Nazaire, mais en France, sur le nombre d'immeubles, et plus intéressant peut-être le nombre de lots gérés au total en France par des syndics bénévoles. Et si vous avez des données, est-ce que ce chiffre, comment il a évolué peut-être ces 10 dernières années ou 15 dernières années, juste pour voir s'il y a une dynamique plutôt ascendante ou décroissante de ce modèle de gestion bénévole, ou si c'est stable? Je peux répondre aussi. Oui, rapidement alors. Rapidement. En fait, c'est difficile à estimer puisque le nombre de copropriétés lui-même est difficile à estimer, mais en tout cas, nos analyses quantitatives qu'on a fait à partir du registre et de différentes sources s'accordent sur une copropriété sur 10 gérée par un syndic bénévole, ce qui va de 30 000 syndics bénévoles à 90 000 syndics bénévoles selon le chiffrage des copropriétés. Il y en a 30 000 qui ont effectivement immatriculé leur copropriété, et mise à jour 50 000 qui l'ont immatriculé au moins une fois et vraisemblablement 90 000 syndics bénévoles au total. Donc c'est une vraie population. Ok, merci. Et